Bonjour Léonard. Bonjour Salomé. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, très heureux de faire ce podcast. Pareil. Écoute, je te propose dans un premier temps de te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Oui, donc Léonard Prunier, donc je suis dirigeant d'entreprise, une entreprise familiale qui fait de la charcuterie de haute qualité, la Maison Prunier, et président de la FEF, donc la FEF étant la fédération qui met en lien nos PME ETI avec la distribution, avec l'objectif de faciliter les relations et développer le commerce. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a énormément de choses à se dire. On est dans un contexte assez compliqué, on va y revenir. Et surtout, on a un agenda du retail qui se bouscule. Et là, on rentre dans la période des négociations commerciales, donc qui concerne effectivement tous les industriels et les distributeurs. Est-ce que les PME ETI vont pouvoir enfin vendre au juste prix ? Ah, ça c'est un combat de longue haleine. Je dirais qu'aujourd'hui, on sait que le cadre juridique est inadapté pour nos PME ETI parce qu'il est extrêmement complexe et long. Donc, de toute façon, nos entreprises commencent à avoir l'habitude, mais on a vraiment besoin d'une réforme pour simplifier nos relations commerciales avec la distribution, aller plus vite, vendre au juste prix et surtout ça permettra, si nos entreprises vont mieux, aussi de pérenniser le monde agricole parce que 48% de nos matières agricoles françaises sont sous signe de label qualité, que ce soit bio, label rouge, HVE, enfin tous les labels. Donc on est la porte d'entrée pour le monde agricole pour sa diversité. Donc c'est important de revoir le cadre et de le simplifier. Et on sait, tu parles du bio par exemple, combien ça peut être long aussi de faire des transitions agricoles et combien ça demande du temps, des finances, etc. Et c'est très important de le souligner. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments chiffrés justement aussi sur la santé financière des PME ETI aujourd'hui ? Alors, je vais commencer par les mauvais chiffres. Comme ça, donc, sur le constat, il est sans appel. On fait une étude Banque de France tous les ans maintenant et on est passé de 19% d'entreprises déficitaires en 2018 à 33%. Donc, un tiers de nos adhérents sont déficitaires, sachant que la FEF, c'est 1100 adhérents, 22 milliards de chiffre d'affaires, 50 000 emplois directs. On voit que la création d'emplois se ralentit. Il y a à 1% de création d'emplois, alors qu'avant, on était à 2 ou 3% par an. Donc, nos entreprises créent encore de l'emploi malgré les difficultés, mais de moins en moins. Et par contre, le signe, je dirais, positif, c'est malgré les difficultés financières de nos entreprises, l'activité se développe et on le voit notamment nos entreprises labellisées PME+, le label qu'on a créé il y a 10 ans pour aider nos adhérents à mettre en avant tout ce qu'ils font de bien en RSE. Là, on a des croissances de 9% et on voit que les produits PME+, c'est déjà 3% de part de marché en retail. On va en reparler, on va s'y attarder un peu plus effectivement sur ce beau label. C'est vrai que quand on regarde le contexte, ça peut être un peu affolant, ça peut faire peur de se dire on vit quand même dans une centralisation de la grande distribution avec des rachats d'enseignes, etc. Et effectivement, on peut se dire qu'il y a un certain déséquilibre, notamment dans le cadre des négociations, mais pas que, un rapport de force. Quelle analyse tu fais de ce contexte-là pour les PME, toi, aujourd'hui ? Le déséquilibre, il est flagrant. Il y a aujourd'hui, on va dire, 6 distributeurs en France et même 4, on va dire, avec une centrale d'achat française. Je parle bien que des centrales d'achat françaises. Mais ça, je dirais, c'est un contexte qui est commun à tous les pays. C'est pas une spécificité française. Donc, par contre, il faut un cadre adapté à ce déséquilibre et le cadre juridique doit être là pour rétablir l'équilibre dans la relation commerciale. Et puis, on voit bien, en 8 ans, il y a 2 enseignes de moins, au moins. Donc l'intensité concurrentielle est très forte entre les distributeurs, mais le cadre aujourd'hui, il est fait pour les très grandes entreprises. Donc c'est la loi du plus fort, le cadre actuel. Les grandes multinationales sont supérieures aux distributeurs et les distributeurs sont supérieurs aux PME ETI. Et nous, on a besoin de nos clients. Donc il nous faut des règles du jeu mieux adaptées qui permettent de négocier, et ça c'est ce qu'on demande à la FEF, la négociation annuelle, et je pense qu'en France, le système avec la date butoir, on ne peut pas l'enlever aujourd'hui, et je ne pense pas qu'on soit mûr. Par contre, il faut qu'en cours d'année, nos entreprises puissent ajuster leurs tarifs bruts en fonction des besoins qu'elles ont, parce qu'on ne connaît pas les crises qui vont venir. Toi, quand tu es en relation directe très régulier finalement avec les patrons de PME, tu es toi-même patron de PME, qu'est-ce que le ressenti, là je te parle plutôt de feeling, qu'est-ce qu'ils te disent là aujourd'hui ?
Ah ben aujourd'hui, c'est un sujet complexe pour les dirigeants des enseignes, parce que quand on parle de tarifs révisables, on n'aime pas ça en France. Mais en fait, c'est comme ça que ça marche dans les autres secteurs d'activité, c'est comme ça que ça marche à l'étranger. Même aux États-Unis, ça marche comme ça. L'idée, c'est de dire, alors je parle bien pour les PME ETI, parce que nous, nos produits sont substituables. Donc on sait que si on se dépositionne sur notre marché, on disparaît. Moi, j'ai jamais vu un chef d'entreprise, un dirigeant de PME être content d'envoyer une hausse de prix. Jamais. Il a toujours peur de perdre ses clients. Donc il faut bien voir que c'est ça le contexte. De toute façon, le juge de paix, c'est le consommateur, mais il est important qu'aujourd'hui, quand on a besoin de faire varier, ça se passe le même jour chez tout le monde. Comme ça, on enlève cette peur des acheteurs de se dire « je me suis fait avoir, j'ai pris trop tôt ». Non, il faut qu'on sorte de ce système-là, et comme ça, au lieu de se battre sur des clauses, enfin on n'en sort pas, on fait des formules de calcul, on fait des indices, on fait des options de transparence, enfin tout ça, c'est infernal pour une PME. Qu'on se concentre sur le produit et comment on va le vendre et comment il va satisfaire les besoins des consommateurs. Donc là, les PME rentrent en négociation. Le podcast, on verra pour la date, je pense qu'il sortira fin novembre, début décembre. Là, pour tous les patrons de PME qui sont en train de nous écouter en voiture sur la route justement des négos, tu leur dis quoi ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Ce que je leur conseille, c'est évidemment d'envoyer leurs tarifs, de bien tenir compte. Alors le contexte est très variable en fonction des taxes j'ai envie de dire, une petite musique en France en ce moment, c'est des taxes, des taxes, des taxes. On parle d'une taxe plastique, on a les éco-contributions qui devraient ou qui ont augmenté de 30 à 40%. Donc il faut bien tenir compte de tous ces coûts additionnels, d'avoir des CGV à jour et surtout de se centrer sur son produit. On n'est pas des vendeurs de papier, on n'est pas des vendeurs de CGV, nous sommes des vendeurs de produits. Oui, donc effectivement, il y a un vrai enjeu à remettre aussi le produit au cœur de nos discussions, chose que parfois on peut oublier dans le cadre des négos puisqu'on parle beaucoup de prix, et notamment parce qu'on a aussi un consommateur qui déconsomme et qui est de plus en plus volatile. Et moi, l'analyse que j'en fais, c'est qu'aujourd'hui, les distributeurs ont peur parce qu'il y a un consommateur moins fidèle aux enseignes. Qu'est-ce que ça change finalement dans le cadre des négociations et des discussions entre les PME et les distributeurs, ce contexte de shopper volatile ? C'est une vraie complexité pour les distributeurs. Parce que là, je dirais, ça c'est important, ce sont les distributeurs qui sont en lien avec les consommateurs. Après, c'est pas une raison pour, je dirais, être dans la peur. Nous, notre objectif, c'est de vendre. Nos produits, comme je le disais tout à l'heure, sont substituables. Donc, si on est dépositionné, on disparaît. Si on ne livre pas, on disparaît. Les PME ont une obsession, c'est de livrer, c'est d'avoir le taux de service le plus élevé possible parce qu'on a besoin que nos produits soient en rayon. Et s'ils sortent du rayon, ils ne reviennent pas. Et je dirais, c'est important, il y a la peur, mais moi j'ai l'habitude de dire, derrière la peur se cache le désir. Et quand on est omnibulé par les peurs, on n'avance pas. Et quand on est sur le désir, on voit où aller. Donc aujourd'hui, c'est sur le désir d'avoir le bon produit au bon moment, au bon prix, et qui permettent de rémunérer chaque maillon de la chaîne. Et quand je dis chaque maillon de la chaîne, pour l'alimentaire, je pense évidemment au monde agricole, industriel, aux distributeurs aussi, et puis que le consommateur ait un bon prix. Tout à fait. C'est un vrai point. Et puis aussi, il y a tous les leviers de l'exécution magasin. Alors, on revient un peu aux fondamentaux, mais c'est livré au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité. Enfin, ça, c'est des choses, c'est vraiment des basiques, mais vraiment qui sont absolument essentielles. On en parlait tout à l'heure. Évidemment, la FEV vous poussez pour que, ce qui est tout à fait normal, qu'il y ait des mesures différenciées pour les PME ETI dans ce cadre-là qui est quand même assez complexe. Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui avancent politiquement ? Politiquement, je dirais, il y a une écoute. Déjà sur nos mesures, il y a des échanges avec les ministres, tout le monde a bien conscience qu'il y a quelque chose à faire. Après, pour l'instant, je dirais, c'est pas complètement mûr, mais nous, je dirais, à la FEF, là où on voit que ça progresse, c'est qu'on voit que la différenciation, ça paraît quand même logique pour de plus en plus de personnes. Maintenant, il faut rentrer dans le détail des mesures, mais il y a un problème de fond et tout le monde en a conscience et on peut pas continuer comme ça. Et je dirais, mais c'est ce qui se passe dans les relations commerciales, dans la complexité, est à l'image de ce qui s'est passé dans notre pays. On fait des normes, des contraintes, mais il faut libérer tout ça. Il faut repartir en marche avant, il faut recréer de l'emploi, il faut avoir des salaires qui soient des bons salaires. Enfin, voilà, il faut changer de vision et c'est ce qu'on prône à la FEF. À la FEF, depuis des dizaines d'années, on signe des accords avec chaque enseigne sur la fluidification de la relation. C'est recréons un système de confiance. Il faut sortir de cette défiance. Nous avons besoin les uns des autres. On est tous interdépendants. Je bois tes paroles. Concrètement, on peut que être d'accord. Alors concrètement,
comment on peut différencier ces négociations de PME-ETI par rapport à des grands groupes où je suis complètement alignée avec toi, le modèle de la grande distribution aujourd'hui n'est pas adapté pour des PME-ETI. Dans le cadre des négos, ça veut dire quoi ? Alors concrètement, ça veut dire, nous on s'appuie sur une directive européenne qui propose de différencier les relations commerciales suivant la taille de l'entreprise à 350 millions de chiffre d'affaires monde. Nous, ça nous paraît un bon chiffre, on peut en débattre, mais parce que une PME-ETI en dessous de 350 millions, elle est quand même assez fragile dans sa relation avec la distribution. Au-dessus, ça commence à être différent. Et là, ce que j'entends que tout le monde dit que le système actuel est plutôt bien. On garde le système actuel pour les plus grands. Et pour les PME-ETI, on simplifie. Donc, on garde cette négociation annuelle où là, on négocie des contreparties. Par contre, au lieu de faire tout un tas de formules de calcul, des options et tout ça, on finalise la marche en avant du prix agricole, c'est-à-dire qu'on sanctuarise, entre guillemets, notre prix industriel. Et quand on a besoin de le faire varier, on le fait varier le même jour chez tous les clients distributeurs. Je parle bien des distributeurs, parce que le prix de vente consommateur, ça, c'est pas de notre ressort, c'est vraiment du ressort du distributeur. Et avec ce système-là, ça veut dire que les distributeurs qui ont obtenu un avantage dans la négociation annuelle, de toute façon, le gardent tout au long de l'année. Ils gardent l'écart par rapport à leurs concurrents. Et du coup, on est en variation relative. Et là, on va beaucoup plus vite. Et surtout, aujourd'hui, dans le système qui a été créé avec ces formules qu'on négocie client par client, qui ne fonctionnent pas, parce que dans ces formules, généralement, dans certaines filières, ça fonctionne. On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas du tout. Mais dès que le produit est un peu plus transformé, il y a plus de matière, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ces formules sont basées sur ce qu'on appelle un prix de revient de production. Mais nous, on achète sur un prix de marché. Je vais prendre un exemple typique que moi, on a vécu dans l'entreprise et qu'on vit en ce moment. Le canard, il est lié, les coûts de production sont liés aux céréales, mais pas les prix de marché. Le prix de marché, il est lié à la disponibilité de la matière. Donc il faut changer cette complexité qui n'est jamais la bonne formule. On a passé la crise de l'énergie, on n'avait pas prévu les formules adaptées, sachant qu'on a tous généralement des contrats d'énergie sur 1, 2 ou 3 ans. On n'achète pas au marché spot, donc c'est décorrélé des cours, nos variations. Donc il faut simplifier, ça veut dire qu'aussi il faut se faire confiance. Mais de toute façon, qui a le plus de risques dans la relation commerciale ? C'est la PME-ETI. Bien sûr. Mais par rapport à ce que tu évoques, moi, ce que je comprends aussi dans le cadre des négociations, alors avec mon œil journaliste extérieur, c'est qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et on a du mal à comprendre les contraintes des uns et des autres. Oui, on a du mal à se comprendre, mais je dirais ça, c'est ce que fait la FEF avec les accords qu'on fait, avec les salons qu'on organise, avec aussi un échange à la FEF en période de négociation. On échange quasiment toutes les semaines avec chaque direction enseigne pour faire le point et mettre de l'huile dans les engrenages. En fait, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se mettre autour de la table, la FEF et tous les distributeurs, pour trouver un système de négo qui rétablit la confiance. Parce que la concurrence est rude entre nos clients. Ça, là-dessus, je dirais, eux, ils font face à une volatilité du consommateur qui est très forte. Mais on doit trouver ensemble un système qui soit plus simple, qui rétablisse la confiance, qui crée de la valeur. Parce que nos entreprises ont besoin d'être rentables. Et si nos PME-ETI retrouvent de la rentabilité, elles investiront beaucoup plus. Et quand on investit, on peut baisser ses prix de revient, mais c'est le seul moyen. Et du coup, ça consolidera le monde agricole aussi. Parce que si le monde agricole, dans notre relation avec le monde agricole, c'est pas le prix le sujet, c'est le débouché pour eux. Si nous, on est en difficulté, on ne peut plus acheter. Tout à fait. Vous avez signé des accords FEF enseigne ces dernières années. Concrètement, qu'est-ce que ça change à la table des négociations aujourd'hui ? Concrètement, déjà, ça oblige les acheteurs de la distribution à prendre conscience qu'ils ne peuvent pas travailler de la même manière avec une PME qu'une grande entreprise. Déjà, concrètement, il y a aussi des effets très clairs. Il y a des enseignes qui suppriment les pénalités logistiques pour les PME-ETI. Il y a des enseignes qui payent avec 10 jours d'avance les factures. Il y a des enseignes qui offrent des statistiques gratuitement pour les entreprises labellisées PME+. Enfin, il y a du concret dans nos accords. Alors, c'est des accords de gré à gré, donc ils ne sont pas publics, ce qui sont réservés aux adhérents FEF et à l'enseigne, mais c'est concret. C'est des contrats de droit privé. Et puis, dans chaque enseigne, il y a aussi des intentions qu'on met. C'est comment on va le plus vite possible, comment on conclut le plus vite possible, parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, les négociations commerciales, c'est 3 mois. C'est un tiers de l'année. Si on rajoute les 2 mois d'été, ça fait 5 mois sans commerce. Enfin, c'est pas possible. En 2 mois, ça doit être bouclé des négociations. De toute façon, soit on est d'accord tout de suite et on signe très vite, soit on n'est pas d'accord, on signe à la fin. Donc plus vite à la fin, mieux c'est pour tout le monde. Ça ne crée pas de valeur de négocier pendant 3 mois. Et c'est infernal pour un dirigeant de PME, pour ses équipes commerciales. On ne sait pas où on va. Parce que je rappelle que pour une entreprise, quand elle négocie 10-20% de son chiffre d'affaires, une PME-ETI, si elle échoue,
le lendemain, elle va au tribunal des affaires économiques déposer le bilan. Bien sûr. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas le perdre de vue. Tout à fait. Et là, donc, tu parles de l'agenda du retail, très intéressant. Est-ce que tu peux rappeler justement pour le coup les comptes clés qui travaillent plutôt dans des grandes structures, c'est quoi l'agenda du retail pour une PME par rapport à un grand groupe? C'est exactement le même ou ils négocient plutôt? En ce moment, c'est le même. Alors, généralement, il faut envoyer de mémoire avant fin novembre tarif CGV. On doit conclure au 1er mars. Alors après, les grands groupes ont aussi des négociations, mais ça, moi, je ne suis pas expert au niveau européen. Bien sûr, absolument. Mais ça, c'est pareil. Voilà, en France, on parle beaucoup des centrales européennes, qui est un sujet, et je dirais un sujet sur lequel, à la FEF, on peut avoir quelques effets de bord, mais ce n'est pas notre domaine. Tout à fait. Mais par contre, si jamais ce sujet est traité par le législateur, ça ne changera rien pour les PME ETI. Donc, ce n'est pas le sujet des PME ETI. Et je rappelle que les PME ETI, c'est 22 000 entreprises. Je te propose, Léonard, si tu veux bien qu'on parle de l'offre responsable. Hier, d'ailleurs, j'étais à l'IDC, j'en parlais pas plus tard avec Virginie, où on parlait de ces offres responsables qui sont extrêmement importantes, demandées par les consommateurs. Mais justement, est-ce que c'est un atout ou une posture face aux acheteurs dans le cadre des négociations? Et c'est tout l'enjeu et toutes les questions que je vais te poser autour de ce sujet-là. Aujourd'hui, être une PME ETI engagée, donc on se parle de local, de RSE, du label PME+, et tu vas nous en parler, est-ce que c'est un levier qui est crédible, entendu par les acheteurs? Parce que souvent, alors là, je sors même du scope que des PME, les marques s'engagent, font énormément d'efforts, et souvent dans les box de négo, on ne lit pas ça dans les négociations. Quelle analyse tu fais? Quel est ton avis là-dessus? Aujourd'hui, il va falloir que ça soit plus pris en compte, mais pour ça, il faut des relations plus apaisées. C'est le point, parce que c'est fondamental. Par contre, il faut de la vraie RSE. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, à la FEF, on a créé notre label PME+. Et aujourd'hui, PME+, c'est à peu près 260 entreprises labellisées, avec ces 22 000 emplois directs sur le territoire français. Donc c'est fondamental, avec un audit tous les ans. Et alors, une année, c'est un audit sur site, 2 à 3 jours, et une année, c'est l'année d'après, c'est un audit documentaire. Et avec des voies de progrès. Parce qu'on est convaincu d'une chose à la FEF, c'est que tout ce qui tourne autour de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, et moi je parle bien de sociétal, ce qui est à l'emploi, il y a tout ça aussi, ça se fera entreprise par entreprise. Parce que si jamais il y avait une voie unique, on la connaîtrait tous, on l'aurait déjà prise, et ça, c'est pas possible. Ça doit être adapté à chaque territoire, à chaque entreprise. Et là, le label PME+, a permis à nos adhérents, en fait, de mettre en avant ce qu'ils faisaient. Parce que la première étape, souvent, d'une PME, c'est déjà de prendre conscience de tout ce qu'on fait. Et après, on va pouvoir communiquer en interne dessus et en externe. Mais ça ne doit pas être du greenwashing. Il faut que ça soit du concret. Et les voies de transition, elles vont évoluer. Mais ça sera, je dirais, c'est du quotidien. Quand on est ancré sur son territoire, on a envie de prendre soin de son territoire. On a envie de pouvoir aller à la boulangerie tranquillement. Enfin, c'est du bon sens. On a envie que les clubs de sport locaux y vivent. Et qu'est-ce qui finance les clubs de sport? C'est les PME ETI et les commerçants, c'est pas les grands groupes localement. Tout à fait. Donc ça, c'est fondamental pour la vie locale. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce label, parce que il y a 10 ans, on trouvait que rien n'était adapté à la démarche des PME ETI. Alors pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de chefs de secteur aussi qui sont en voiture et qui écoutent ce podcast, qui ne connaissent pas le label PME+, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, concrètement, quand on voit sur un étiquette, sur un packaging PME+, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une entreprise qui est adhérente de la FEF, qui a été auditée sur, je ne sais plus si c'est 6 critères, la gouvernance et l'éthique, l'empreinte sur le territoire, l'empreinte sur l'emploi, la gestion et la préservation de l'environnement, la loyauté des pratiques et la prise en compte des attentes consommateurs. Donc c'est-à-dire que c'est une entreprise qui s'est mise en mouvement et qui rentre dans une démarche d'amélioration continue. Après, il y a des entreprises, moi je fais de la charcuterie, je ferai toujours de la charcuterie, il y a des entreprises qui vont faire des produits végétaux, il y a des entreprises qui font des produits ménagers, je dirais. Après, à chacun de trouver sa voie de passage, mais de mettre en place une démarche d'amélioration. On a inséré maintenant dans le référentiel aussi augmenter son empreinte sur le territoire français, parce que on a tous un peu oublié le Covid, mais par exemple au moment du Covid, tout le monde a pris conscience que par exemple les masques, un truc basique, n'étaient même plus fabriqués sur le territoire. Donc c'est ça, c'est comment aussi chacun se dit tiens, cette chose-là, j'ai jamais prêté attention, mais comment je la relocalise.
Il y a combien d'adhérents, tu disais, qui sont PME+ aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est 260 adhérents. D'accord. Et je rêve, moi, que dans 4-5 ans, on soit à 500. Mais il faut vraiment que tous les adhérents de la FEF s'y mettent parce que ça a un vrai impact vis-à-vis du consommateur. Et surtout, toutes les enseignes nous soutiennent dans cette démarche parce qu'elles ont compris le sens qu'il y avait et que ça correspondait aux attentes. Et ça permet aux consommateurs d'identifier les produits de PME. Parce qu'il y a beaucoup de marketing sur des grandes marques qui veulent faire croire qu'elles sont des PME, mais c'est pas vrai. Là, aujourd'hui, donc on a, je le disais, beaucoup de dirigeants de PME qui nous écoutent, qui sont absolument séduits par ce que tu dis. Concrètement, de s'engager sur un parcours PME+, ça coûte combien à une entreprise en termes de temps d'investissement et ça rapporte combien ? Ça, c'est une question. Si tu peux nous donner des ordres de grandeur. J'ai pas les chiffres, mais un audit, ça doit être 3-4 000 euros. C'est aussi exigeant qu'un audit IFS. C'est pas comme certains labels RSE où on passe son temps à remplir des tableaux sur Internet. Là, il y a des gens, des humains qui viennent. Je tiens beaucoup à la relation humaine et la vraie. C'est pas fait par une IA. Voilà, en proximité, c'est fondamental. Et après, ça nécessite de mobiliser son équipe. Ça nécessite, de comprendre aussi un nouveau vocabulaire parce qu'on a tous chaque démarche sur son vocabulaire, mais ça met toute une entreprise en mouvement. Et surtout, c'est l'importance de montrer ce qu'on a fait, parce que même ça renforce le sentiment de fierté dans l'entreprise, et puis ça parle au consommateur. Et le consommateur, justement. Le consommateur, c'est PME+, la FEF, c'est déjà 3% de part de marché. Donc c'est colossal. Nous, il n'y a aucune subvention, il n'y a rien. Ce n'est que la démarche de nos entreprises. C'est en ce moment une croissance de 9% en retail pour les produits PME+, de manière générale. Donc on est largement au-dessus du marché. Et me semble-t-il, alors là je parle avec ma propre connaissance, il y a aussi des actions très concrètes comme des catalogues PME+, qui ont été mis en place, etc. pour promouvoir justement ces produits. Ah oui, alors chaque enseigne, ça fait partie des accords qu'on a avec les enseignes, mais globalement, chaque enseigne du retail fait au moins un prospectus par an sur PME+. Il y a des mises en avant sur leur site internet, il y a évidemment des campagnes qu'on fait nous au niveau de la FEF sur les réseaux sociaux. Il y a toute une démarche. Et je disais, il y a des enseignes qui offre gratuitement les statistiques de vente magasin pour les labelliser PME+. Il y a tout un tas de choses. Donc c'est une démarche, mais gagnant-gagnant, parce que c'est l'intérêt de chacun. Écoute Léonard, je te propose de clôturer avec une façon un peu différente. Je suis très attachée au terrain parce que je pense, on en a parlé de l'exécution, que vendre des produits, des bons produits, c'est super important. Mais il faut bien le communiquer au consommateur qui est en train de faire ses courses. Et tout se passe souvent en point de vente, souvent même 90% du temps. Si tu avais 1 minute face à 1000 chefs de secteur de PME ETI, pour aborder les négos en pleine conscience. Alors, je parle de chefs de secteur, mais c'est valable aussi pour les comptes clés. Qu'est-ce que acheteurs et dirigeants de PME, tu leur dirais quoi ? J'ai même pas besoin d'1 minute, c'est soyez fiers de vos produits, mettez en avant vos produits. On n'est pas des vendeurs de papier, on n'est pas des vendeurs de chiffres, on est des vendeurs de produits. Donc c'est ça, c'est revenir au produit, à ce qu'il apporte aux clients distributeurs et ce qu'il apporte aux consommateurs. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est ça le plus important. Il faut qu'on sorte de ce juridisme, de ces relations conflictuelles. On a besoin les uns des autres, on a besoin d'être en confiance les uns les autres. Et enfin, dernière question, signature du podcast. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast de Sans filtre ajouté ? Ça peut être un expert, un patron de PME, peu importe. Tu as le champ des possibles. Ça, c'est une question. Aujourd'hui, je pense que ça serait intéressant d'entendre nos ministres. Un de nos ministres sur l'agriculture ou notre nouveau ministre des PME sur comment ils voient et comment on recrée un climat de confiance. Comment on sort de la norme pour revenir à la confiance. Je prends le pari. Merci beaucoup Léonard. Dernière question. Où est-ce que justement toutes les personnes qui écoutent le podcast peuvent retrouver la FEF, te contacter ou contacter quelqu'un de l'équipe justement de la FEF pour connaître un peu plus votre démarche ou même réagir sur l'épisode ? Il faut regarder soit sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et puis Internet. Il y a le site de la FEF et le site PME+, où il y a label PME+, où là il y a toutes les entreprises, leur localisation et ce qu'elles ont mis en œuvre. Merci beaucoup Léonard. Merci Salut.